Bienvenue dans le Club Action. On va à présent parler de non-coté et on va se demander quel est l'intérêt de passer par l'assurance vie pour investir dans le non-coté. On en parle avec Geoffrey Réplin, directeur général de Primonial Partenaires. Bonjour Geoffrey Réplin. Bonjour. Bonjour Geoffrey. Bienvenue sur ce plateau. Quand on parle de non-coté, on parle de capital investissement et encore, c'est une grande famille. Après, il y a différentes réalités au sein du capital investissement. Ça se développe de plus en plus du point de vue des particuliers. On a l'impression que tous les intermédiaires, voire même les professionnels du private equity, veulent aller voir les particuliers. Pourquoi ça se développe autant là sur ces derniers mois, voire dernières années, parce qu'effectivement ça a été rendu possible depuis la loi Pacte, mais là spécifiquement depuis ces derniers mois. Ah, vous avez déjà presque tout dit. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Non, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe depuis pas mal d'années. Tout simplement, la réponse à la loi Pacte, vous l'avez évoqué, mais aussi une volonté de diversification. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie et de manière générale, les investisseurs allaient beaucoup vers le fonds euro, vers les UCI immobilières et vers les marchés financiers cotés. Bien sûr. Ouais. Les fonds euros aujourd'hui sont de plus en plus limités en termes d'accès. Les UCI immobilières, on voit qu'il existe certains ratios maximum d'investissement. Et les unités de compte financières, les marchés sont relativement hauts en ce moment. On ne sait pas si ça peut encore monter, si ça va baisser. Je pense que vous l'avez évoqué avec l'intervenant précédent. C'est une grande interrogation. Et ce sujet de diversification. Donc on cherche une nouvelle classe d'actifs sur laquelle investir. Et ensuite, évidemment, la réponse à la loi Pacte, où on cherche à redynamiser l'économie réelle, quelque chose de palpable pour l'investisseur. Et notamment, effectivement, c'est en lien avec l'idée de relance de l'économie après la pandémie. Bon, alors... c'est des rendements qui sont attractifs. Les rendements moyens dans le private equity sont autour de 11%. Après, ça dépend de la gestion. Mais oui, c'est attractif. C'est peu liquide, voire pas liquide du tout, puisque du coup, on investit sur le long terme. C'est des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 5 000 € à peu près. Moi, la question que je me pose comme ça, c'est... il y a des institutionnels qui sont quand même sur ce marché depuis très longtemps, qui sont capables de mettre des très gros tickets, il y a des rendements qui sont présents. Ouais. En fait, il y avait un monde finalement entre professionnels de la finance qui marchait très bien. Pourquoi d'un coup d'un seul l'ouvrir et s'embêter à aller l'offrir aux particuliers alors que c'est complexe à comprendre et que c'était un monde qui roulait, quoi? Alors, il existe plusieurs formes de private equity. Vous avez évoqué le private equity institutionnel. Bien sûr. Et depuis quelques années, en dehors de l'assurance vie, on a vu apparaître différents types de fonds de private equity. Généralement, la performance n'était pas vraiment autour de 10, 11, 12%, okay. Puisque forcément l'intermédiation et la morcellation en petite poche à partir de 5 000 €, 10 000 €, 15 000 € faisait qu'il y avait des coûts. Et on ne retrouvait généralement pas les mêmes TRI. Bien sûr. Ah oui, parce qu'on peut avoir ce rendement-là quand on est sur un seul investisseur qui amène une grosse somme d'argent. Généralement, effectivement. Et donc, c'est pour ça que le marché du private equity, historiquement, est plutôt un marché d'institutionnels capable d'arriver avec des multimillions. C'est souvent ce sujet. Bien sûr, oui. C'est moins le cas pour des particuliers. Voilà, la performance pour les plus riches. Et depuis quelques années, on essayait de voir comment le particulier pourrait participer à la danse. Alors, nous, typiquement, avec Primonial, on a développé un partenariat avec différents grands acteurs, avec Oradea, avec Idinvest, pour créer une solution en assurance vie, où Oradea se positionne en tant qu'institutionnel pour acheter et investir dans du private equity de qualité institutionnelle. D'accord. Et on va décider d'en mettre à disposition des clients particuliers qui vont investir dans le contrat assurance vie. Donc c'est l'assureur qui se positionne en tant qu'institutionnel, mais qui va en faire partager ses meilleurs clients au sein de petites enveloppes. Ça, c'est Primo Pacte ? Exactement, tout à fait. Quand on dit de qualité institutionnelle, ça veut dire qu'on va sur des choses moins risquées parce que l'institutionnel n'aurait pas voulu aller sur des choses risquées, c'est ça? On n'est pas sur du business angel qui va aller sur du capital risque, par exemple? Alors, c'est vrai que le capital amorçage, vraiment participer au lancement d'une société, c'est quelque chose que les grands institutionnels ne font pas toujours. Tout simplement parce que lorsqu'ils arrivent avec des très grosses lignes d'investissement, ils deviennent vite propriétaires et ce n'est pas toujours l'idée. Prendre une majorité ou prendre une participation, oui. Prendre 100% du capital, c'est pas toujours l'intérêt de l'institutionnel qui veut aussi que les dirigeants et les entrepreneurs mènent leur business. Donc l'idée, c'est d'arriver sur des sociétés qui ont déjà un business model éprouvé, sur lequel on a certaines preuves de développement. Et en fait, l'apport nouveau de liquidité va les aider à développer un nouveau concept, à s'internationaliser, à recruter des talents, pour que cette société prenne une ampleur de second niveau, de troisième niveau, et vraiment à l'échelle mondiale.
Donc on n'a pas les mêmes acteurs sur le capital investissement que sur l'amorçage, que sur l'investissement ou la transmission. Évidemment. Nicolas l'évoquait en introduction, il y a la concurrence, vous n'êtes pas tout seul. En quoi votre produit, c'est Primopact du coup, est mieux que la concurrence ? Alors mieux. S'il est mieux, déjà. Voilà. S'il est mieux. Alors j'aurais tendance à apprécier ce genre de commentaires. Effectivement, mieux, je ne sais pas. Unique au moment du lancement, il y a environ 1 an et demi, on a été les seuls. Les premiers, les pionniers. Les pionniers sur le lancement d'une solution de private equity qualité institutionnelle, disponible à partir de 5 000 euros et surtout avec une liquidité bimensuelle. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est qualité institutionnelle et la liquidité bimensuelle. Et la liquidité, d'accord. Ouais, vraiment, c'est ce qui a fait la différence. Aujourd'hui, quand on parle de performance autour de 10, 11, 12% pour les grands institutionnels qui investissent de très grosses enveloppes, il y a aussi ce sujet de l'illiquidité. C'est-à-dire qu'on va payer le fait que notre argent soit bloqué pendant plusieurs années. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, forcément, l'intermédiation par l'assureur va avoir un léger coût, notamment sur cette liquidité. C'est-à-dire que tous les 15 jours, un assuré qui a besoin d'avoir cette liquidité, tous les 15 jours, il a la possibilité de sortir de cette unité de compte. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie. Donc des rendements, j'imagine, un peu moins élevés du fait qu'on peut sortir à tout moment. Alors potentiellement moins élevés. On sait que... Du coup, moins élevé, ça veut dire quoi ? Nous, notre objectif en scénario conservateur, c'était d'aller chercher environ 6% de performance. On voit que pour un produit qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'1 an, la VL aujourd'hui se situe déjà à plus de 105, presque 106. Donc l'effet Courbangy n'a pas descendu en dessous de 99. Donc finalement, ce qu'on peut souvent reprocher au private equity, d'avoir une couche de frais importante à amortir dans les premiers mois, nous, celle-ci n'a quasiment pas existé. C'est aussi lié au contexte. Il faut reconnaître qu'en période de crise, si on regarde les meilleurs millésimes de private equity durant les 20 dernières années, c'est pendant les plus grandes crises que nous avons les meilleures opportunités d'investissement. Bien sûr, ok. Quand on s'est lancé il y a 2 ans, le Covid n'existait pas. Le Covid est passé par là. C'est pas du tout une aubaine parce que ça a été terrible pour des millions de gens. Voire plus, mais c'est vrai que sur ce type d'investissement, ça a créé des opportunités qui ont été plutôt bonnes et on espère que ça se retrouvera dans les portefeuilles d'investissement. Justement, vous avez fermé votre deuxième enveloppe de Primopact, non, là en septembre ? Exactement. Donc on peut peut-être parler collecte et investissement. Ah, vous êtes à jour, c'est bien, très bien. Alors, on essaye. Primopact, c'est un seul produit, mais qui a eu 2 fenêtres de commercialisation. En fait, quand on lance ce type de structure, souvent on a 24 mois de commercialisation maximum, c'est quelque chose de réglementé, et on avait ouvert la première fois pendant 12-13 mois, et on a réouvert pendant 7-8 mois. La commercialisation vient de s'achever le 9 septembre. On avait un objectif de collecte d'environ 30 millions. On a dépassé cette enveloppe. Pas beaucoup, hein. On est légèrement au-dessus de 30. Donc, à nos yeux, c'est un succès. On collecte à peu près 1 milliard cette année. Donc, vous faites le ratio, dont 650-700 millions en assurance vie. 30 millions sur 750 millions. On arrive sur un ratio qui est plutôt intéressant, de l'ordre de 4% environ. C'est plutôt sympa. Et surtout, ça nous donne la possibilité de rediscuter avec nos fournisseurs et nos partenaires sur ce sujet pour lancer Primopact 2, j'espère, dès la rentrée 2022. Donc j'allais vous demander si on se demande si c'est vraiment fait pour les épargnants, le private equity ou autre, et notamment sur cette question d'illiquidité, moi ça m'interpelle quand même le fait que ce soit liquide. Comment est-ce que vous faites pour que d'un coup d'un seul, un investissement qui de base est illiquide puisque l'entreprise a besoin de son argent, vous le faites pour le rendre liquide ? Ça fonctionne réellement ou il y a des contraintes à respecter quand même ? Non, ça fonctionne réellement et le meilleur exemple qu'on peut avoir, ce qu'on a fait avec Primopact et le private equity, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 13 ans, 14 ans avec la SCI Capimo, que je pense la plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui connaissent. C'est l'une des unités de compte immobilières les plus consommées du marché. L'immobilier, par essence, c'est illiquide. Bien sûr. Lorsqu'un assureur en achète, en prend une enveloppe de 50 millions, 100 millions en début d'année et qu'elle la met à disposition en tant qu'unité de compte, c'est l'assureur c'est l'assureur qui va assurer la liquidité en cas de besoin de rachat du client. Capimo, liquidité hebdomadaire. Tous nos clients, tous les épargnants qui ont souhaité un jour sortir de Capimo, dans la semaine, donc avec les délais administratifs en plus, sortaient même 2 semaines comparé à 10 ans, ça change. Mais du coup, l'assureur, il prend un risque énorme parce que ça veut dire que du coup, il doit pouvoir rembourser tout le monde alors qu'il n'est même pas sûr d'avoir réalisé de la rentabilité de l'autre côté. Alors heureusement, il y a 2 garde-fous à ça. Capimo, c'est nous qui sommes allés vers l'assureur pour leur proposer le projet. Pour le private equity,
ça a été une discussion entre Stéphane Vidal, le président de Primonial, et ses contreparties chez Oradea. Ces derniers, au sein de leur fonds euro, achètent déjà du private equity depuis des années. D'accord. Et dans le cadre d'un partenariat stratégique qu'on a avec eux, nous ont proposé aussi de mettre un peu de private equity à disposition en tant qu'unité de compte. Ce que vous dites, c'est que ce qui paraît une poche énorme pour un particulier n'est finalement qu'une petite poche de ce que l'assureur investit en private equity, c'est ça? Dans le cadre d'Oradea, on parle de quelques centaines de millions d'euros face à un fonds euro qui dépasse les 90 milliards. Et évidemment, il y a une règle qui s'appelle Solvency 2, Solvabilité 2, qui en fait impose aux assureurs, en face de chaque sous-jacent détenu dans leur livre, d'avoir en face un certain montant immobilisé. Donc en face de l'immobilier, on va retrouver environ 25% d'immobilisation. Face au private equity, on va retrouver un autre pourcentage assez important. Mais toutes ces barrières et toutes ces protections sont là avec des assureurs et des partenaires de renom. Merci beaucoup Geoffrey Réplin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Primonial Partenaires. Le thème, c'était non coté passé par l'assurance vie. On rappelle que du coup, on investit en private equity quand on est épargnant via un contrat d'assurance vie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.